En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissèrent ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquent leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande
aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Si un jour tu survoles les déserts du sud du Pérou, tu remarqueras des lignes blanches distinctes sur le fond rouge couleur rouille. En y regardant de plus près, tu verras des formes claires, des lignes droites, des rectangles, des triangles, des spirales. On dirait qu'il s'agit de parties d'immenses dessins. Tu remarques un singe, une baleine, un condor, un colibri, etc. Les lignes ont été créées il y a plus de 2000 ans par les habitants de la culture Nazca. Grâce au climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer, les Nazca ont enlevé la couche supérieure de cailloux et ont ainsi révélé le sol sous-jacent. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont toujours un aspect différent. Il semble que les créateurs des lignes aient commencé par des modèles à petite échelle et qu'ils aient augmenté les proportions pour créer des dessins à grande échelle. Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques tentent de déchiffrer la signification des lignes de Nazca. Mais la première référence à ces lignes est en fait bien plus ancienne, puisqu'elles figurent dans la chronique du Pérou du XVIe siècle, où elles sont décrites comme des balises dans le désert.
Étant donné qu'il est impossible d'étudier les lignes et leur symbolisme depuis le sol, elles ne sont devenues mondialement connues que dans les années 1930, avec l'avènement des avions commerciaux. 10 ans plus tard, le professeur américain Paul Kosok, qui effectuait des recherches sur les lignes, a remarqué une chose intéressante. Lorsqu'il a levé les yeux de la ligne, celle-ci pointait directement vers le soleil couchant. Cela s'est produit un jour après le solstice d'hiver, et le scientifique en a conclu que les lignes devaient être le plus grand livre d'astronomie du monde. La scientifique allemande Maria Reich, surnommée la Dame des lignes, a soutenu la théorie selon laquelle les géoglyphes servaient de calendrier et avaient une fonction astronomique. Elle a consacré 40 ans de sa vie à l'étude des lignes et les a balayées centimètre par centimètre. Elle s'est également installée dans une petite maison à proximité des lignes pour les protéger des visiteurs indésirables. Puis, dans les années 1970, des chercheurs américains ont remis en question la théorie liée à l'astronomie. Ils ont remarqué que dans une région comme Nazca, l'un des endroits les plus secs de la planète avec seulement 20 minutes de pluie par an, l'eau est un véritable trésor. Et les lignes droites et les trapèzes doivent y être pour quelque chose. Ils pourraient indiquer les lieux où se déroulaient les rituels organisés par la population locale pour obtenir de l'eau et rendre les cultures plus fertiles. Les images d'animaux dans la région des Andes sont également liées à l'eau. Les araignées sont considérées comme un signe de pluie. Les colibris représentent la fertilité et les singes vivant en Amazonie symbolisent l'abondance de l'eau. Ces dernières années, les lignes de Nazca sont devenues le terrain de recherche d'archéologues de l'université de Yamagata. Ils utilisent des photographies aériennes à haute résolution et des drones pour découvrir et cataloguer les géoglyphes. L'équipe a identifié un total de 358 géoglyphes à ce jour, dont 168 rien qu'en 2022. Ils ont trouvé des images d'humains, de camélidés, d'oiseaux, d'orques, de chats et de serpents, probablement créées entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère. Certaines de ces images mesurent entre 3 et 6 mètres de long. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait pu les détecter auparavant. À titre de comparaison, les plus grands géoglyphes mesurent 365 mètres de diamètre, soit environ la hauteur de l'Empire State Building. Les chercheurs pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées comme moyen de communication dans le désert. Les lignes linéaires indiquaient la direction à suivre d'une vallée à l'autre. Les lignes tracées sur les pentes semblent avoir été tracées le long d'anciens chemins entre les villages. Les scientifiques envisagent maintenant de trouver des modèles dans les géoglyphes, en fonction de leur distribution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images. L'IA génère des dessins susceptibles d'être peints dans le désert, et l'équipe vérifie ensuite s'ils font effectivement partie des lignes de Nazca. Un autre géoglyphe péruvien célèbre est un candélabre légèrement plus haut que le Washington Monument, 182 mètres. Il se trouve sur une colline en bord de mer dans la péninsule de Paracas. Les chercheurs ont réussi à déterminer l'âge approximatif du candélabre en analysant les objets trouvés à proximité. Il semblerait dater d'environ 200 ans avant notre ère. Le dessin est gravé profondément dans le sable. Il n'a jamais été conçu pour ressembler à un candélabre. Selon une théorie, le dessin devait ressembler au trident d'une divinité inca pour lui plaire. Une autre théorie populaire veut que les marins l'aient utilisé comme balise de navigation. L'Effigy Mounds National Monument, situé sur le fleuve Mississippi, compte 195 tumulus amérindiens connus. La plupart d'entre eux sont de forme conique, et plusieurs ont l'apparence d'oiseaux, de cerfs, de tortues, d'ours et de panthères. Les scientifiques ont établi que les monticules datent d'environ 450 avant notre ère, et que les images sont un peu plus jeunes. Une étude des monticules a révélé la présence d'outils en cuivre, en os et en pierre. Les descendants des bâtisseurs affirment que les monticules servaient de sites cérémoniels. Cette histoire est transmise de génération en génération. Certains historiens pensent que les tumulus auraient également pu servir à marquer des événements célestes ou des territoires. Le sud-ouest américain et les régions voisines du Mexique comptent plus de 300 Untalios, qui sont des images géantes gravées dans le sol. Les plus célèbres d'entre eux sont les Untalios de Blythe, en Californie, à l'ouest du fleuve Colorado. Les géants de Blythe sont un groupe de 6 figures, dont celle d'un être humain et d'un animal. Les scientifiques pensent que ces images ont entre 450 et 2000 ans. Selon la tribu locale Mojave, il y a une image de Mustamo,
le créateur de la vie. La figure animale représente un lion de montagne qui lui servait d'aide. La plus grande figure est presque aussi haute que la tour penchée de Pise, 50 mètres. Les créateurs des Intailles ont dû gratter la roche sombre du désert jusqu'à ce que la terre plus claire apparaisse. Il est pratiquement impossible de les remarquer depuis le sol. C'est pourquoi ils n'ont été découverts que dans les années 1930, lorsqu'un pilote qui les survolait a accidentellement regardé vers le bas. La meilleure façon de voir les géants reste encore l'hélicoptère. Le Kazakhstan peut s'enorgueillir d'avoir ses propres lignes de Nazca, un ensemble d'environ 260 travaux de terrassement dans le nord du pays. Les géoglyphes des steppes présentent une grande variété de formes géométriques, notamment des carrés, des croix, des cercles et un motif à 3 branches. Les créateurs de ces images ont utilisé des matériaux tels que de la terre, des roches et du bois pour les construire à partir du sol. C'est un économiste local qui a repéré les géoglyphes pour la première fois en 2007, alors qu'il naviguait sur Google Earth. Les archéologues supposent que les structures remontent à 8000 ans, mais ils ne savent toujours pas qui les a construites ni pourquoi. Selon une théorie, les lignes permettaient de suivre le mouvement du Soleil. La NASA s'est intéressée à cette découverte car les lignes sont beaucoup plus anciennes que celles du Pérou. Elle a pris des photos des géoglyphes de la steppe depuis l'espace pour tenter de percer leur mystère. Un autre élément qui rend ces lignes si particulières est leur taille. L'une des plus grandes a des côtés aussi longs qu'un porte-avions. Les seuls humains qui auraient pu les construire sont les tribus nomades de l'âge de pierre. Mais il est peu probable que celles-ci disposaient d'outils aussi perfectionnés. Si c'était le cas, cela signifierait que les archéologues doivent revoir les capacités de nos lointains ancêtres. Organiser un si grand nombre de personnes pour qu'elles travaillent ensemble sur un projet complexe est une prouesse. Bien que le cheval blanc situé sur une colline verdoyante de l'Oxfordshire, en Angleterre, puisse facilement passer pour de l'art moderne, il s'agit en fait de l'un des géoglyphes les plus anciens. Il a été créé entre l'âge du bronze et l'âge du fer, 1740-210 avant notre ère, et constitue la plus ancienne figure de colline taillée dans la craie en Grande-Bretagne. Celui qui l'a créé a dû enlever le gazon pour révéler la partie blanche et crayeuse du sol. Les scientifiques ne peuvent que deviner la raison pour laquelle cette œuvre d'art a été créée. Il pourrait s'agir d'un symbole de fertilité ou d'un moyen de marquer un territoire. Les images aériennes prouvent que le cheval a changé au fil du temps à cause du sol. Il a fallu plusieurs siècles pour révéler une forme plus grande, semblable à... Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables.
Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iquique. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Iquique étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible.
Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel,
ils ont découvert qu'ils correspondaient parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque, et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient, probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même.
Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde?
c'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement... On estime que Fantasmagorie est le premier dessin animé de l'histoire. Il a été réalisé en 1908 et c'est l'un des premiers modèles de films d'animation dessinés à la main.
Mais savais-tu que les peuples anciens amusaient déjà leurs enfants avec des dessins animés il y a environ 2,6 millions d'années? Une nouvelle étude révèle que les hommes des cavernes étaient les premiers à animer les images. Comment? Ils gravaient des dessins d'animaux sur des pierres et les plaçaient autour des feux. Lorsque la lumière commence à circuler, les animaux se mettaient à bouger et à se secouer dans tous les sens. Les sculptures préhistoriques prenaient ainsi vie à la lumière vacillante du feu, et les dessins semblaient sauter d'un point à l'autre comme s'ils voulaient faire la fête. Imagine à quel point il était amusant pour les familles préhistoriques de s'asseoir autour d'un feu et de créer ces sculptures animées. Il se trouve que certaines des anciennes peintures murales et gravures trouvées dans les grottes ont même été inspirées par cette vision illuminée par les ombres mouvantes des flammes. En gros, ces sculptures d'antan prenaient vie lorsque la lumière du feu les touchait, et les chercheurs ont réalisé un film montrant cet effet génial sur un modèle 3D de certaines gravures de chevaux. L'étude indique que notre cerveau est câblé pour visionner les choses en mouvement sous une lumière changeante, ce qui explique pourquoi ces gravures ont probablement eu une grande importance pour nos ancêtres. En d'autres termes, les hommes des cavernes se disaient « Hé, gravons des trucs sympas sur ce rocher, et quand on allumera un feu, on aura l'impression que ça bouge. » Et maintenant, ces scientifiques se sont dit « C'est fantastique, faisons un film pour vous expliquer tout cela, mesdames et messieurs. » Andy Needham et ses coéquipiers ont utilisé les technologies modernes de numérisation et de réalité virtuelle pour étudier 50 roches plates et sculptées, appelées plaquettes faites de calcaire. Ces roches ont été trouvées dans le sud de la France dans les années 1800 et se trouvent désormais dans un musée à Londres. Elles sont recouvertes de 77 sculptures réalistes représentant toutes sortes d'animaux, comme des chevaux, des rennes et des chamois. Apparemment, l'Homo sapiens qui avait beaucoup de temps devant lui a réalisé ces gravures il y a 12 000 à 16 000 ans. Needham s'est rendu compte que beaucoup de ces roches sculptées avaient été abîmées par le feu, certaines étant couvertes de cendres blanches, d'autres ayant séché ou s'étant brisées à cause de la chaleur. En les examinant de plus près, il a découvert des bandes roses de décoloration résultant de dépôts de fer dans la pierre. Le plus intéressant, c'est que les gravures d'animaux étaient souvent superposées les unes sur les autres, parfois même fondues ou ajustées ensemble, comme une sorte de puzzle d'animaux préhistoriques. Plutôt que de jeter les anciennes et de tout recommencer, les artistes de l'Antiquité prenaient des parties du corps des animaux pour créer de nouvelles figures hybrides. Par exemple, l'une des pierres représente à la fois un cheval et une créature sauvage ressemblant à du bétail, connue sous le nom de bovidé. Dans ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique, l'abdomen et le cou du cheval deviennent le dos et le cou du bovidé, tandis que la tête du cheval forme l'oreille du bovidé. Quelle façon créative de recycler! Les chercheurs estiment que les roches préhistoriques de Montastruc ont été utilisées par nos ancêtres pour se divertir aux heures de grande écoute. Plusieurs personnes ont sculpté les animaux. Des gens de niveaux de compétences différents ont fait montre de leur talent artistique et il s'agissait d'un travail de groupe. Le fait que ces roches aient été trouvées ensemble suggère également qu'il s'agissait d'une activité communautaire. C'est un peu comme si des familles s'étaient réunies autour de la télévision pour sculpter des pierres et applaudir leurs animaux préférés. Qui a besoin de Netflix quand on a la télévision paléolithique? Les gravures sur ces roches et les signes qu'elles ont été exposées à la chaleur suggèrent qu'elles ont été créées pour donner l'impression qu'elles bougeaient. Parfois, on voit des animaux différents dans des poses différentes, de sorte que l'un d'eux s'animait, puis un autre et encore un autre. C'est comme une version de Disney à l'âge de pierre. Des techniques similaires pourraient avoir influencé certaines peintures rupestres anciennes, comme celle de l'époustouflante grotte Chauvet dans le sud-est de la France. Les portraits d'animaux y sont également superposés, et certains semblent avoir été chauffés par des feux situés sous eux, ce qui signifie que nos ancêtres préhistoriques auraient pu être les premiers animateurs au monde. Très bien, puisque nous avons parlé de l'activité de loisirs préférée de nos ancêtres, faisons un voyage dans le temps pour découvrir les jouets les plus anciens du monde. L'un des joujoux les plus antiques découverts est une simple balle en argile trouvée dans les ruines de l'ancienne Mésopotamie. Cela peut sembler être un vulgaire gadget, mais nos ancêtres s'amusaient avec dès 3000 ans avant notre ère. À l'époque, ils n'avaient pas de jeux vidéo fantaisistes ou de jeux de société élaborés, alors un ballon était le summum du divertissement. Mais les Mésopotamiens n'étaient pas les seuls à s'amuser. Dans la Grèce antique, les enfants se divertissaient avec des poupées en argile.
En Égypte, les enfants avaient des jouets en forme d'animaux, mais aussi des poupées fabriquées à partir de matériaux comme l'argile, le papyrus et l'ivoire. Et le plus impressionnant, elles avaient des membres mobiles. Et oui, nos lointains aïeux jouaient déjà avec des mannequins articulés avant que cela ne devienne cool. Mais il n'y a pas que le plaisir qui compte. Les jouets avaient aussi un but pratique à l'époque. En fait, de nombreux jouets découverts par les archéologues étaient utilisés pour enseigner aux enfants des connaissances importantes. Par exemple, les petits Égyptiens manipulaient des poupées qui avaient la forme de docteurs, ce qui les aidait à se familiariser avec la médecine et les soins de santé. Et n'oublions pas les jouets qui servaient à former les futurs guerriers. Dans la Chine antique, les enfants jouaient avec des chevaux et des chars miniatures, ce qui les aidait à se préparer à une vie de combat. En voilà une chouette manière de prendre une longueur d'avance pour ta carrière. Passons maintenant aux jeux primitifs qui existent depuis plus de 5000 ans. Le plus ancien jeu de société s'appelle Senet et a été découvert dans d'anciennes tombes égyptiennes. C'est un peu un croisement entre les échecs et le backgammon, et il était si populaire qu'on y a joué pendant plus de 2000 ans. Voilà un jeu qui tient la route. Mais n'oublions pas les jouets pour les tout petits. Les archéologues ont trouvé d'anciens hochets et sifflets qui étaient utilisés pour divertir les membres les plus jeunes de la famille. Et si tu pensais que la collection de joujoux de ton enfant était impressionnante, attends d'entendre parler de cette ancienne princesse égyptienne qui avait plus de 100 jouets en bois dans sa chambre. Mais le plus surprenant de tous était sans doute le yo-yo. C'est vrai, le yo-yo existe depuis plus de 2000 ans. Il a été inventé pour la première fois dans la Grèce antique et était souvent utilisé pour des batailles, crois-le ou non. Mais finalement, les gens ont réalisé qu'il était beaucoup plus amusant de simplement s'amuser avec et de faire des figures. Les billes sont aussi un accessoire qui divertit les petits et les grands depuis des milliers d'années. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, les archéologues ont trouvé des traces de billes datant d'il y a environ 5000 ans. À cette époque, on les fabriquait à partir de toutes sortes de choses. Tu as envie de deviner ? D'accord, je vais te le dire. Des noyaux de fruits et de petits morceaux de pierre lissée. C'est vrai, ces enfants de l'Antiquité faisaient preuve de créativité avec leurs jouets. Certains artisans sont même allés plus loin et ont fabriqué des billes en argile. Revenons aux Égyptiens de l'Antiquité et à leurs adorables bateaux miniatures faits d'ivoire, de bois et d'argile. Ces figurines peuvent être reconnues comme des jouets. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable.
Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif.
tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh, en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composé d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or,
pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons.
Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement, l'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. La cause de sa mort, la maladie de Hodgkin, n'était pas un secret. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Lorsqu'ils sont inhalés par des gens dont le système immunitaire est affaibli, cela peut entraîner un risque élevé d'infection. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'un siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes. Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner. Lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion. Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986, ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb, que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir, et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement ? En raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine,
Vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes. Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine, où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait? Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent... Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulaient s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides.
Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi ils ressemblaient exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh.
Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins.